C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous installer. Aujourd'hui, il sera question d'un sujet très inquiétant, détention arbitraire des accouchés en milieu sanitaire, une violence obstétricale récurrente. Pour avoir plus d'informations sur ce sujet, nous recevons pour vous Annick Nonohou Agani. Elle est sage-femme, chercheur, juriste spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé, démocratie sanitaire, lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales. Elle est également fondatrice du réseau des soignants Amis des patients. Annick Nonohou, bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour Madame la journaliste. Pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste la détention arbitraire des accouchés en milieu sanitaire. La détention arbitraire des accouchés en milieu sanitaire, c'est une pratique récurrente et qui se déroule comment? Nous constatons de plus en plus que des femmes accouchées n'ont pas souvent de quoi payer les frais d'accouchement et d'hospitalisation. Et parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers, on essaie de les parquer dans une salle où elles n'ont pas le droit d'aller et venir. Donc elles sont séquestrées en quelque sorte. Quand l'accouché est séquestré, pour raisons financières, on parle de détention arbitraire ou illégale d'accoucher. Qu'est-ce qui pousse les agents de santé en général et les sages-femmes en particulier à détenir les accouchés? Les agents de santé en général, les sages-femmes en particulier, essaient de détenir des accouchés pour non-paiement des frais de soins par méconnaissance de la législation nationale. Parce que si l'agent de santé ou la sage-femme savait que c'était une pratique réprimée, je pense que quelles que soient les consignes que cet agent de santé ou la sage-femme recevra, elle ne va pas l'exécuter parce que c'est une consigne illégale. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? L'agent de santé, peut-être c'est un aide-soignant, peut-être même c'est un médecin ou la sage-femme, pense que pour recouvrir les frais de soins, pour les frais d'accouchement, qu'il faut mettre de la pression psychologique, qu'il faut maltraiter la femme en la détenant. Mais quand nous référons à la Constitution béninoise, le droit d'aller et venir, la liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental. Donc, détenir les femmes accouchées parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers, c'est une violence obstétricale. Et nous pouvons même faire référence à une décision de la Cour constitutionnelle, une décision du 28 janvier 2021, qui déclare cette pratique illégale, contraire à la Constitution. Donc, je saisis l'opportunité de votre plateau pour éveiller la conscience des agents de santé en général et des sages-femmes en particulier sur cette pratique de détention illégale qui est répressive. Quelles sont les conséquences sur la santé des femmes et des naissants victimes de détention arbitraire? Souvent, vous allez constater que les lieux de détention ne sont pas des lieux confortables. Quand vous faites le tour des hôpitaux, des CHU ou des maternités dans lesquelles les femmes sont détenues avec leur bébé, on les met dans des enclos. C'est des salles malpropres, des salles qui ne sont pas nettoyées, qui ne disposent pas du confort nécessaire. Donc, c'est pire qu'une prison. Et quand la femme se retrouve à cet endroit, elle se sent humiliée. C'est qu'il y a une atteinte à sa dignité et cela n'est pas sans conséquence sur sa santé ou sur la santé du naissant.
Déjà parlant de la santé de l'accouché, une accouchée est un être fragile de même que le naissant, exposé aux infections nosocomiales. Et si on, de surcroît, on laisse l'accouché et le nouveau-né dans un milieu impropre, dans un milieu dont l'hygiène n'est pas bonne, vous savez que là, elle pourra faire toute forme d'infection et ça peut porter atteinte à sa vie. Au-delà du risque d'infection, il y a le risque de malnutrition. Parce que quand elles sont détenues, déjà, les patientes ou les accouchées qui se retrouvent dans des salles confortables se prennent en charge elles-mêmes. On ne leur donne pas à manger. Et quand il s'agit d'une accouchée détenue pour défaut de paiement des frais de soins, vous imaginez, elle ne va pas manger un repas de qualité. Donc sur le plan nutritionnel, ça pose problème à la mère et ça pose problème au nouveau-né. Parce que si la mère est malnutrie, la qualité du lait ne fera pas du bien au naissant. Et quand on va plus loin au plan psychologique, ça porte un coup à la santé mentale de la femme. Elle peut avoir un stress post-traumatique. Elle peut développer des comportements bizarres. L'anxiété, la perte de confiance en soi. Et dans certains cas, les gens vont même jusqu'au suicide. Parce que quand la femme est là et qu'elle n'a personne, il faut qu'elle sorte de l'hôpital pour aller travailler peut-être pour avoir de l'argent. Et qu'on la détient, qu'on la maltraite, qu'on lui inflige un traitement inhumain dégradant. Si au plan mental, elle n'a pas une force mentale, elle n'a pas un mental d'acier, elle peut commettre des erreurs. Donc il y en a qui vont au suicide. C'est une pratique à décourager, à réprimer. Donc, nous pouvons retenir qu'il y a assez de conséquences sur la santé des femmes et des naissants victimes de détention arbitraire, que ça soit sur le plan nutritionnel, sur le plan mental, et j'en passe. Alors dites-nous, la détention arbitraire des accouchés peut-elle influencer la relation de confiance entre les femmes et les professionnels de la santé? Bien sûr que oui. Parce que vous savez, une accouchée, c'est un être humain. Et elle a des droits humains. Et nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé brimer ou violer les droits d'autrui. Mais quand le professionnel de santé, en qui cette femme avait confiance, tu es ma sage-femme, mon gynéco, mon infirmier ou même les soignants qui m'a assisté, j'étais animée d'une certaine joie. Et subitement, cette joie tombe à l'eau parce que, par défaut de moyens financiers, on me parque quelque part comme un animal. Le mécontentement, le choc psychologique reçu, le traitement subi feront que cette accouchée va se victimiser. Et c'est normal, elle est une victime du système sanitaire. Elle est victime de violences obstétricales. Et du coup, elle n'aura plus envie de voir même le professionnel de santé en question. Parce qu'il s'agit d'une personne maltraitante. Et en matière de violence, on dit qu'on devrait éviter au maximum que la victime se trouve en face de son violeur ou de du responsable ou de l'auteur de sa violence. Donc la femme en elle-même est sur ses gardes, prend cet agent de santé comme un ennemi juré et du coup la confiance tombe à l'eau. Elle ne peut plus jamais avoir confiance en celle-là. Et la conséquence directe, c'est quoi? Dès qu'elle aura l'opportunité de rentrer chez elle, elle ne va plus jamais revenir au centre. Et quand elle aura l'occasion aussi de parler de ce qu'elle a subi à l'hôpital avec d'autres consoeurs, c'est qu'il y aura une chute de la fréquentation de ce centre. Toute chose qui va concourir au mauvais fonctionnement de la maternité ou du CHU, parce qu'on a quand même besoin de la fréquentation du centre pour faire tourner les activités. Oui. Mais les agents de santé ou les sages-femmes qui s'adonnent à cette mauvaise pratique, à cette pratique illégale,
ne mesurent pas l'ampleur de leurs actes et s'y adonnent comme ils le veulent. Existe-t-il des lignes directrices qui sont mises en place pour éviter la détention arbitraire des accouchés? Je dirais qu'actuellement, il n'y a pas de ligne directrice spécifique. Mais nous pouvons dire que si on se base sur les recommandations pratiques cliniques, si on se base sur les bonnes pratiques obstétricales, on doit obligatoirement fonder les soins et services sur les droits humains. Si on offre des soins et services fondés sur les droits humains, ces soins et services doivent être respectueux des droits des femmes, donc respectueux des droits de l'accouché et du naissant. Et si c'est comme ça, on pourrait dire qu'on peut se baser sur les législations, sur la législation, la réglementation, pour ne pas infliger de mauvais traitements aux soignés. C'est la relation soignant-soigné. Donc le soignant ne doit pas infliger un mauvais traitement aux soignés. Et quand on s'intéresse, par exemple, on se fonde sur les principes de soins qui intéressent le principe de non-nuisance, le principe de non-nuisance bien sûr, sachant que la détention illégale est nuisante pour la femme, on ne devrait pas le faire. Donc nous ne pouvons pas dire de go qu'il n'y a pas de recommandations ou de lignes directrices. C'est parce que ce n'est pas spécifique que les agents de santé ne le savent pas. Mais on doit se baser sur le fait que tout acte ou tout comportement que nous devons avoir devait se fonder sur les droits humains. Et si on offre des soins respectueux, on sera obligé d'éliminer toute forme de violence obstétricale. C'est ce que je peux apporter comme réponse. Vous n'allez pas voir dans les politiques, dans les documents, interdiction de détention illégale de femmes. Mais si on sait qu'on doit fournir des soins bienfaisants, non malveillants, on sait qu'on doit éliminer toute forme de pratique qui serait nuisante pour l'accouché et pour le naissant. Vous avez parlé de bonnes pratiques obstétricales. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu ce que vous mettez dans bonnes pratiques obstétricales? Quand je parle de bonnes pratiques obstétricales, peut-être ce que je vais énoncer ici, beaucoup ne vont pas comprendre, mais ceux qui sont des agents de santé sauront. Si nous prenons les recommandations de l'OMS pour un accouchement respectueux, pour un accouchement sans violence, il y a des pratiques qu'on appelle pratiques catégorie A, qui sont les bonnes pratiques, qui sont des pratiques qui sont recommandées. Et ce sont ces pratiques qui parlent des droits et libertés individuelles de la femme en travail ou des accouchés. Donc la liberté d'aller venir fait partie de ces pratiques. La liberté de boire et de manger, la liberté de penser, la liberté. Il y a tellement de libertés. Donc on parlera maintenant de bonnes pratiques lorsque le professionnel de santé qui offre les soins et services met en œuvre ces recommandations. Vous comprenez? Donc les recommandations pratiques cliniques, les recommandations de l'OMS qu'on devait respecter pour que l'accouchement soit sans violence, pour que les soins obstétricaux néonataux soient respectueux, ce sont ces pratiques que nous appelons bonnes pratiques. En tant que défenseur des droits des femmes reconnus par l'ICM, quel rôle les sages-femmes doivent-elles jouer dans la riposte à la détention illégale des accouchés? Oui. Effectivement, quand nous nous fondons sur les recommandations de la Confédération internationale des sages-femmes, qu'on appelle ICM en anglais, AICM en anglais, il est dit que la sage-femme est défenseur des droits des femmes. Et à ce niveau, je dois donner une précision parce que jusqu'à présent, la majorité des sages-femmes pensent que tout ce qui est lié aux droits humains concerne les juristes. Or, dans la réalité, c'est pas ça. On n'a pas besoin d'être sage-femme juriste comme moi avant d'être défenseur des droits des femmes et des naissants. Cela fait partie de nos missions juridiques. Mais des missions juridiques qui ne sont pas enseignées dans les facultés, qui ne se retrouvent pas dans les curricula de formation. Donc, je voudrais insister sur le fait que
dès que je suis sage-femme, je dois savoir que je suis une défenseur des droits des femmes et des naissants. Parce que j'ai à charge tout au moins 2 vies que je dois protéger, que je dois défendre. Et si on se comprend par rapport à cela, c'est que la sage-femme ne devrait jamais être complice des administrateurs d'hôpitaux ou des obstétriciens chefs de service qui donnent des instructions illégales. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la sage-femme qui elle-même se lève pour détenir une femme, mais c'est des consignes qu'elle reçoit, soit au CODI ou au staff. Il a été décidé que chaque femme paye ses soins avant d'être mise en SDA. Du coup, peut-être c'est des notes de service qu'on a collées dans le service, qu'on a affiché. Et dans la pratique, moi-même j'ai été sage-femme, je sais qu'à des moments donnés, pour le fait que moi je n'ai pas respecté ces instructions illégales, on a eu à prélever mes primes, on a eu à prélever des sous à mon niveau. Donc les sages-femmes ont peur des représailles et c'est ce qui font qu'elles sont complices et elles sont complices des auteurs de violences obstétricales, notamment dans le domaine de détention illégale des femmes. Donc, si elles peuvent comprendre, si elles peuvent se mettre au-dessus de la mêlée, maîtriser, mieux comprendre leur mission juridique, c'est qu'aucune sage-femme n'allait jamais accepter qu'on détienne une femme tout juste parce qu'elle n'a pas payé les frais d'accouchement ou de soins. Donc, désormais, la sage-femme a pour rôle fondamental de porter la voix des femmes vulnérables pour qu'on puisse mettre en place un protocole, une procédure de recouvrement. Et là encore, je vais donner une précision méconnue du public, c'est que dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé, il y a des agents de recouvrement qui ont des primes, qui ont des bons d'essence, etc. Et normalement, ces agents devaient jouer leur rôle. Donc, une femme qui vient accoucher, même si elle n'arrive pas à payer les frais de soins, doit être mise en SDA. Il suffit pour elle de prendre un engagement et de dire je pourrais payer mes frais de soins dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Il revient à ces agents de recouvrement d'aller identifier la maison, de prendre connaissance du contenu de cet engagement et de veiller à ce que le recouvrement soit fait. Maintenant, il y en a qui sont totalement vulnérables. Là, ça revient à l'administration de prendre en charge parce qu'il y a quand même des fonds d'indigents. Il y a des fonds pour prendre en charge les gens qui sont vulnérables. Il y a l'Arche, il y a beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses à la télé, à la télévision. Mais dans la pratique, quand on va dans les hôpitaux, on constate que les accouchés vulnérables, les accouchés qui n'ont pas de moyens financiers font objet de traitements inhumains, dégradants, de détention illégale ou arbitraire. Alors, quelles suggestions avez-vous à l'endroit des gouvernants pour mettre fin à la détention arbitraire des accouchés en milieu sanitaire? Et ça, je dirais déjà que les confrères ne seront pas, les collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je dirais qu'il revient au gouvernement de sévir. Quand quelqu'un ne respecte pas la loi de son pays, il faut que la personne soit punie. Donc si quelqu'un détient illégalement une femme, qu'il réponde de ses actes, parce que c'est un acte répréhensible. On dit qu'on ne doit pas faire. C'est une infraction. Tu commets l'infraction, tu vas subir ce qu'il faut. Tu vas subir les sanctions qu'il faut. Donc si on peut déjà faire un suivi strict au niveau des établissements de santé ou prévoir même un numéro vert où les femmes qui sont détenues pourront s'exprimer, libérer la voix, parler de ce qu'elles vivent, je pense que cette pratique sera éliminée. Donc, il revient non seulement au gouvernement de sévir, de prendre ses responsabilités pour qu'on sévit, mais il revient aussi aux administrateurs des hôpitaux de revoir à l'interne avec les agents de recouvrement et le personnel, leurs ressources, les personnels de santé, ce qu'il faut faire désormais pour ne pas infliger ce type de violence obstétricale qu'est la détention arbitraire. Alors, Annick Nono Agani, nous sommes presque à la fin de cette émission. Donnez-nous votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est à l'endroit des journalistes et des sages-femmes surtout.
Je sais que les journalistes sont les porte-voix des femmes vulnérables. Je pourrais ajouter les féministes, disons, les membres des ONG, en tout cas la société civile en général. On ne peut pas être là en train de dire qu'on défend les droits des femmes. On se retrouve dans des institutions ou dans des ONG. On est tellement théorique pendant que les femmes souffrent. Allons maintenant à la réalité. Soyons vraiment pragmatiques. Donc, à l'endroit de tous ces gens, de toutes ces personnes que je viens de citer, que les journalistes, les médias jouent leur rôle, que les membres des ONG, les défenseurs des droits humains ou les féministes jouent concrètement leur rôle par rapport à cette violence obstétricale spécifique. Et par rapport aux sages-femmes, il faut que chaque sage-femme béninoise sache qu'elle est défenseur des droits des femmes et des naissants. Et qu'il sera honteux pour toute sage-femme de brimer les droits des femmes. Un défenseur ne peut pas brimer les droits de celui qu'elle doit ou qu'il doit protéger. Et je voudrais leur rappeler qu'en 2019, lors de la journée internationale des sages-femmes, le thème développé, c'était sage-femme défenseur des droits des femmes. Et ça a été célébré mondialement, y compris au Bénin. Et nous avons pris des engagements. Il faut qu'on fasse le suivi de la mise en œuvre de nos différents engagements et qu'on cesse de dire que les sages-femmes constituent des bourreaux pour les accoucher. Il faudrait désormais que les sages-femmes béninoises soient des sages-femmes humanistes et résilientes, quelles que soient les représailles que nous subissons. Merci à vous. Merci, madame la journaliste. Nous disons merci à Annick Nonoou Agani pour ces précieuses informations. Je rappelle qu'elle est sage-femme, chercheuse, juriste, spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé, démocratie sanitaire, lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales. Elle est également fondatrice du réseau des soignants amis des patients. Détention arbitraire des accouchés en milieu sanitaire, une violence obstétricale récurrente, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Collaboration technique parfait à Fodéou, présentation Nadirat Biok-Bérégué. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.